Moi, je lève pas quand mes caisses sont pleines. Ah ouais, non, mais là, elle les a vraiment ramassés. Oh ouais, les pauvres. De l'argent, mais vous en voulez plus parce que vous allez en mettre sur un canal qui est risqué, donc il vaut mieux mettre le nôtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on réagit à un épisode de Qui veut être mon associé. Je m'appelle Rima et sur ce compte, on parle de droit et d'entrepreneuriat. Et comme d'habitude, on commence tout de suite. Bonjour, vous avez précisément 1 minute 30 pour faire votre pitch. C'est à vous. Cartage, c'est la première assurance 100% dédiée au partage de la voiture. Ça vous est forcément déjà arrivé de conduire une voiture qui ne vous appartenait pas ou de prêter le volant de la vôtre avec une petite boule au ventre. Alors la prochaine fois, nous, ce qu'on vous propose, c'est de cartager. Et comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. En 2 minutes en ligne et pour seulement 5 euros par jour, vous pouvez souscrire à notre assurance. Et en cas de pépin, en cas d'accident, on s'occupe de tout. Voilà notre offre, 5% de la société pour 150 000 euros. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse, pour ouvrir une assurance, ça demande des fonds assez importants et tout un processus assez compliqué à mettre en place. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Ils m'ont l'air assez jeunes, les deux. Donc, je pense que ça doit être différent. Je ne sais pas, on verra. Mais la première chose qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va aller voir leur marque et on voit qu'ils ont déposé, la marque qui appartient à Not Only Mine, donc ça doit être le nom de leur entreprise. Et je pense que c'est leur marque parce que là, on voit affaires immobilières, analyse financière, OK, assurance, conseil en construction, construction navale. Alors peut-être une chose, quand on protège une marque, en tout cas moi je le fais avec mes clients, j'essaye quand même de faire une protection de marque qui soit cohérente avec les produits qui sont proposés. C'est-à-dire que là, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement mis les catégories, donc la classe 36, 37, 38, mais qu'ils n'ont pas sélectionné ce qui était pertinent pour eux. C'est absolument pas nécessaire de protéger la catégorie construction navale. Enfin, c'est pas pertinent forcément dans ce cas. Il y a un peu 2 écoles. Il y a des personnes qui vont protéger toute la catégorie et d'autres où on va plutôt vouloir protéger ce qui est vraiment pertinent pour notre activité. De toute façon, protéger des catégories, qu'on n'utilise pas, ça ne donne pas de protection supplémentaire. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps sur l'affaire de McDonald's Big Mac qui avait protégé le Big Mac pour les sandwichs au poulet et l'Institut de la propriété intellectuelle de l'Union européenne a rendu une décision qui disait qu'en effet, vu qu'il n'y avait pas de Big Mac au poulet, c'était pas possible d'avoir une protection pour des produits qu'on ne propose pas. Le but, c'est pas de monopoliser les marques. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Donc ils font effectivement, assurance et ils ont aussi des conceptions de logiciels. Si on regarde leur société Not Only Mine, toujours société par action simplifiée, donc c'est des sociétés françaises où on peut avoir au minimum un capital social à 1 euro. Ce qui me semble toujours très, très étrange et là, ils ont 2 931 € de, capital social et quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que la durée de la personne morale est de 99 ans. En Suisse, on n'a pas ça. On n'a pas de limitation de durée de vie de la société. Par essence, la société est créée pour une durée indéterminée. Là, eux, ils ont une société qui a une durée de vie de 99 ans qui doit très probablement pouvoir se renouveler, disons. OK et la marque est protégée, on l'a vu, uniquement France. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, en fait, on vous a vendu avec Raphaël une souscription en moins de 2 minutes. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est l'occasion de vérifier qu'on n'est pas démentaire. Vous me la prêtez seulement pour un jour, voilà. QVEMA. QVEMA. Paf. Je garde ta liberté. Le but de la société, c'est édition de logiciels, systèmes et de réseaux. Donc le but de leur activité, c'est de créer des logiciels. Donc je pense que potentiellement, ils ont si on était en Suisse, et qu'on était à ce stade et que j'avais ces informations-là, je pense que ça aurait été une sorte de société intermédiaire qui développe des logiciels et qui les met, en contact avec des assurances. Parce que là, ils disent qu'ils développent, le but de leur activité, c'est pas d'être une assurance. Donc je ne pense pas que c'est eux qui sont les assureurs. Je pense pas que c'est leur société qui est assureur et c'est très probablement, du coup, le système français qui doit être similaire au système suisse où pas n'importe qui peut être assureur. Mais là, ils doivent intervenir plutôt comme un intermédiaire. À voir. Si je prête ma voiture à Marc, il va dans le mur, elle n'est pas couverte? Bah ça, c'est la grande question. Ça dépend de ton contrat. En fait, aujourd'hui,
Moi, si je prête ma voiture à ma marque, elle reste couverte en responsabilité civile, ce qui est vraiment la strate minimale. C'est-à-dire si je fais des dégâts sur quelqu'un d'autre. Par contre, tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Souvent, ce qui se passe, c'est que si je prête ma voiture à quelqu'un d'autre et qu'il y a un accident, mon assureur va augmenter les franchises, il va pénaliser mon malus à moi. On est sur des risques financiers comme ça, et nous, c'est tout ça qu'on vient couvrir avec Cartage. Exactement, nous, on vient vraiment en second rideau. Mais là, on est en tout risque. Pour 5 euros par jour. Nous, en fait, on vient vraiment compléter l'assurance du propriétaire. Donc, s'il est en tout risque, tant mieux. Il y a pas mal de choses qui vont fonctionner. Il va nous rester les franchises, des surfranchises parce que c'était pas lui qui conduisait, et certainement l'impact bonus-malus si c'était un accident responsable. Ok. Ça semble pas très rentable comme système où au final c'est des montants très bas qu'ils demandent et donc il ne doit pas y avoir beaucoup de bénéfices qui leur restent à la fin. Pas oublier que dans le domaine de l'assurance, en principe, le but quand même, ça reste de être, de faire du bénéfice et de ne pas trop prendre en charge les, dommages des clients. C'est pour ça que vous avez des longs contrats avec plein de conditions, d'exceptions et cetera. Mais sur un étudiant qui n'a pas beaucoup Qui est au tiers. d'argent, qui est au tiers. Et ce qu'on fait, s'il n'y a pas de franchise parce qu'il est au tiers, c'est qu'on vient rembourser une partie des dommages directement. Comme ils vont chez le garagiste, ils reviennent avec la facture et nous, on dit, OK, vous avez On a payé le 2 000 € de chez le garagiste. Voilà 2 000 €. Et 5 euros, c'est pour toutes les voitures. Si Anthony me prête sa Lamborghini, c'est 5 balles. Tout à fait. C'est 5 000 balles si c'est la voiture de Anthony. Non, mais c'est bizarre quand même. Parce qu'on voulait un prix unique. Fonctionne. On a des plafonds, donc on remboursera certainement le maximum. Et donc, vous avez un réassureur. Vous êtes courtier. Ouais. Ah OK, ouais, donc c'est bien ce que je disais, ils sont courtiers, eux. OK. Votre assurance. Alors, on est courtier, mais on ne distribue pas le produit de quelqu'un. C'est nous vraiment qui avons monté le service. Ça Et c'est qui votre assureur d'avoir s'appelle Wacam. C'est des Français avant, ils s'appelaient La Parisienne Assurance. OK, donc courtier, comme n'importe quel courtier qui va vendre une assurance et qui va ensuite après rediriger le client vers une assurance spécifique. Eux, ce qu'ils mettent en place, c'est que via leur application qui permet de justement conclure ces assurances, ils apportent des clients à cet assureur qui est La Parisienne. C'est souvent ce qui se fait dans ces domaines des startups qui sont dans le domaine de l'assurance. On va plutôt avoir ce type de projet. Je sais que je connais des projets qui font ça avec des sortes de cautions et de garanties de loyer. Et au final, eux, ils apportent le client et c'est l'assurance, AXA, Generali, etc., qui va conclure le contrat. Et ils perçoivent du coup une commission. On peut dire que toutes les assurtech françaises, donc les startups dans les assurances, c'est ce modèle qu'elles utilisent. C'est exactement eux les assureurs. Exactement. Ils ont un assureur derrière. Donc c'est assez classique ce que vous faites. Ouais. C'est exactement ça, parce qu'une assurance, c'est très compliqué à monter. Ouais, c'est pour ça que je me disais: Ça a l'air sympa la France pour ouvrir des assurances». Mais alors effectivement, c'est des activités qui sont, pas comme je disais, pas n'importe qui peut être assureur. Donc, juste pour qu'on ait une idée de ce que ça représente, vous reste combien, vous, par journée d'assurance vendue? Alors, sur l'assurance, nous, notre marge vraiment de courtier, c'est 40%. Donc, vous gagnez 2 euros à chaque fois que vous faites une transaction. Par journée. Par journée. Ça semble quand même peu et ça semble quand même être un élément où on déploie énormément d'énergie pour des montants qui sont très, très faibles en réalité. C'est toujours plus simple de vendre, enfin de mettre toute cette énergie-là, gagner 2 euros, ça semble quand même assez peu. Les revenus. Donc aujourd'hui, en termes de CA, on est à 20 000 € par mois. Ça monte, en gros, depuis mai dernier, ça Par mois? par mois. Quand on route le CA, c'est les 5 euros ou c'est les 2 euros que vous touchez? C'est les 5 euros. Et du coup, ça veut dire que Le vrai CA, c'est 10 000 euros. Les 20K par mois, c'est du volume d'affaires. peu d'affaires. Et le CA, comme dit Marc, c'est plutôt les 40%. C'est les 40%. Et donc, ça veut dire qu'en termes de volume d'affaires, si on continue à parler comme ça, c'est donc là, 2024, on va dépasser nos 100 000 premiers euros. 2025, ce sera 500 000. Et 2026, notre premier million. Et on vise une rentabilité. Nous, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment la rentabilité. Fin 2025, début 2026. Et il vous faut combien pour être rentable? Alors, en termes de voitures, par exemple, âgées par mois, en gros, il faut être aux alentours de 7 000. Donc, votre point d'équilibre, il est à 7 000, franchement, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup avoir 7 000 clients qui viennent et que chaque client te ramène environ 2 euros. Et ils sont sur du monoproduit. Enfin, il y a pas de choses qu'on peut rajouter en plus. Là, ils disaient que c'était vraiment qu'une offre à 5 euros. Il y a même pas la possibilité de vendre, un petit extra. Ils sont que sur un seul produit. Donc ça me semble vraiment, assez compliqué à mettre en place.
Et aujourd'hui, on est à 1000 voitures partagées par mois. Donc, il faut faire, voilà, fois 6 à 7. Je trouve que vous ne mettez pas assez cher. Moi, ça me choquerait pas de payer 10 ou 15 euros par jour. Et comme vous avez peu de repeat, il faut réussir à augmenter votre panier moyen par client. Ça me choquerait pas de le mettre au moins à 10 euros. Et du coup, ça change quand même tout votre BP là d'un seul coup, hein. C'est un entourage assez jeune, donc sondé dans les plus jeunes. Et en fait, il y avait un peu ce prix palier de 5 euros. En fait, 5 euros par jour. Bon, après, ça veut pas dire qu'ils ont une audience jeune, qui peuvent pas avoir d'autres produits pour d'autres types de clientèle, qui vendent peut-être aussi un petit peu plus cher. Quand on développe un peu des logiciels, des choses comme ça, des produits comme ça, c'est intéressant d'avoir différentes catégories, la basique, la médium, la prime, et cetera, plutôt que de se cantonner à un seul produit fixe. Surtout que là, ça fait depuis 2023, donc ça fait 1 an et quelques qu'ils font cette activité. Je pense qu'ils auraient pu tester, puis ça coûte c'est pas vraiment quelque chose qui est problématique de faire différents tests, dire: «OK, ben, on rajoute cette option. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas?» et puis voir un peu faire différents tests. Vous allez faire quoi des 150 000 € que vous demandez? Bah, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que on a fait une première levée de fonds en janvier de cette année. On a levé 500 000 € exactement à la valo qu'on vient de vous proposer. Et en fait, cette première levée de fonds, on l'a fait en se disant qu'on allait tout de suite toucher les utilisateurs finaux, c'est-à-dire vraiment toucher le particulier. Et ça a plutôt bien marché. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a un canal qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on veut taper des entreprises, aussi des petites collectivités où les gens se connaissent bien, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'argent pour structurer une petite équipe pour justement être capable de venir chercher ces nouvelles cibles. Vous avez déjà cramé 500 000 euros? Non, 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 pas du tout. Bon, pourquoi vous avez besoin de 150 000 en plus? Parce que ces 500 000, ils restent sur un projet B2C. Le but, c'est pas de les allouer. Ben, c'est bizarre de réfléchir comme ça. Vous avez Là, je crois que ça va mal se passer. En principe, quand des entreprises, des startups font des levées de fonds, elles vont effectivement pas en faire plusieurs dans la même année. Ouais, on va voir ce qu'ils disent. de l'argent, mais vous en voulez plus parce que vous allez en mettre sur un canal qui est risqué, donc il vaut mieux mettre le nôtre. Et vous voulez aussi être accompagné, j'imagine, par Béharit. C'est Anthony Bourbon qui essaie de les relancer en disant: «Mais non, mais vous voulez pas que l'argent des investisseurs, vous voulez aussi sûrement obtenir de l'aide, n'est-ce pas?» Vous avez levé en janvier 2024. Vous dites que vous voulez relever une seconde fois. Bon, OK, 150 000 € la même année. C'est une extension du tour. Ils ont encore de l'argent en banque? Je sais pas, moi je lève pas quand mes caisses sont pleines. Ah ouais, non, mais là, elle les a vraiment ramassés. Ah ouais, les pauvres. C'est dur, hein, quand même de se faire ramasser comme ça à la télévision. Bon, on continue. C'est cramer du capital inutilement. Si vous avez de l'argent encore en banque, que vous n'avez pas encore alloué et que vous ne l'allouez pas en fait à là où vous avez détecté une mauvaise piste, dans ces cas-là, vous ne preniez pas le moindre risque qu'un entrepreneur prendrait en fait. Hem, donc là, ce qui est principalement reproché, c'est de dire que le risque entrepreneurial n'est pas pris et c'est pas tant en reproche en disant: «Ah, il y a de l'argent dans les caisses», c'est de dire: «Vous n'agissez pas comme un entrepreneur, vous ne prenez pas de risques, vous prenez l'argent d'investisseurs, vous donnez 5 contre 150 000 €, ce qui en réalité 5 d'une société, d'une petite structure comme ça, c'est pas très intéressant de prendre 5. C'est pas quelque chose, qui va motiver les investisseurs à vraiment, développer ce projet. Donc c'est plutôt un moyen d'obtenir des financements sans forcément, sortir l'argent de leur poche et sans prendre ce fameux risque entrepreneurial en disant: «Bah, on essaye de lancer un nouvel axe dans notre développement d'entreprise». Mais à un moment donné, quand on est entrepreneur, il faut aussi prendre des risques et du coup dépenser de l'argent et pas simplement chercher des investissements parce qu'en réalité, donner 5 de leur société, ça n'aura pas d'impact. Pour eux, ça n'aura pas d'impact. Donc ils prennent pas vraiment de risques en donnant ces 5 en l'échange des 150 000 €. Incompatible avec le genre de position et de participation que je prends. C'est leur état d'esprit d'entrepreneur avec lequel elle est pas du tout alignée. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, nous, notre position vraiment sur la gestion de l'argent, c'est d'être le plus frugal possible. Les fonds qu'on lève, c'est pour ce nouveau modèle basé sur les communautés existantes, qui est quand même différent du modèle initial, et pour aussi suivre la C'est vrai que situation c'est un qu'on a. peu inhabituel, en fait. Je pense que,
il y a l'élément, je comprends, hein, de se dire, bah, on n'a pas envie de trop dépenser d'argent pour développer notre projet. On a envie aussi de faire attention à la dépense et je pense qu'être frugal comme ça, cet état d'esprit-là, c'est bien pour ses dépenses personnelles, de pas forcément trop dépenser son argent personnel, comme ça. Mais pour son entreprise, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même un petit peu, dépenser de l'argent et prendre le risque qui est lié à cette activité. Et l'autre extrême, c'est quand il y a des personnes qui dépensent tout l'argent de leur entreprise, qui se retrouvent plus sans aucune liquidité et qui mettent aussi la société en difficulté. Donc trouver ce bon équilibre, je pense que c'est assez difficile et là, moi, je pense que attends, on va faire une pause parce que là, je pense qu'on arrive sur la fin. Je pense pas qu'ils vont investir justement à cause de cet état d'esprit-là. Je pense que ça va ça montre pas forcément l'engagement personnel de l'entrepreneur, à vraiment être, un peu, à fond dans le projet, se mettre corps et âme dans le projet et quitte à, il y a plein d'entrepreneurs, par exemple, qui prennent des fonds personnels pour lancer ces projets. Je pense que ça, c'est en train de les refroidir et par rapport au business même, bah, le coût des 5 € et 2 € uniquement pour eux, ça semble pas très, très intéressant. Je pense que c'est plus simple de vendre un produit à 500 € à 10 personnes, plutôt que de vendre un produit à 5 € à 1000 personnes. C'est beaucoup plus difficile de vendre des extras et c'est beaucoup plus difficile d'augmenter, bah, comme il disait un peu, la valeur du panier moyen. Donc moi, j'aurais pas forcément investi. Je sais pas, si. Je pense pas qu'ils vont investir. Ils font tout bête que si vous avez levé de l'argent en début d'année, on se dit que c'est pas indispensable de venir vous aider financièrement ou de prendre une participation. C'est à vous de prendre le risque. Ouais, là, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que c'est à eux de prendre ce risque entrepreneurial et c'est pas d'aller chercher auprès de tiers exclusivement, des fonds. Ouais. Moi, je partage l'avis de Kelly. Ça paraît un peu inopportun, quoi. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à la qualité de votre business, mais arriver devant nous en demandant pour une nouvelle verticale, on va dire, de développement que vous pouvez tout à fait financer, c'est un peu perturbant. C'est la raison pour laquelle je vous accompagnerai pas. Ouais, je pense aussi que dans ces émissions, ils ont aussi envie d'être impliqués dans le projet des candidats et d'avoir vraiment une plus-value qu'ils peuvent apporter et pas avoir l'impression qu'on vient les chercher juste pour de l'argent. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose où potentiellement ils pourraient avoir l'impression en se disant: «Mais en fait, vous venez juste pour, bénéficier de la visibilité sur l'écran. Vous n'êtes pas vraiment sincère dans votre démarche de chercher des investisseurs». Après, c'est le jeu aussi de l'émission, hein. Je pense qu'effectivement, vous avez été en fait maladroit dans le discours. Et ça a donné l'impression que vous êtes enfermé dans un schéma mental où, puisque vous aviez décidé initialement que les 500 000 € étaient pour une stratégie A, ça ne pouvait pas bouger. Vous avez vu potentiellement une stratégie B et là, vous vous dites, ah ben non, je ne peux pas toucher à mes fonds, il faut que j'en trouve d'autres. Et je comprends tout à fait Kelly et Alice, ça fait un peu peur parce qu'on se dit que c'est pas comme ça qu'un entrepreneur doit fonctionner. Après, c'est voilà, c'est petit montant, petite garantie, même dans quelques années, le chiffre d'affaires n'a pas l'air complètement dingue. Il va vraiment falloir trouver des modèles de croissance pour que ça devienne hyper intéressant. Et donc, c'est principalement pour ces raisons que je vais passer. Voilà, ça ne me motive pas assez pour aller avec vous, donc je passe. C'est effectivement, des business models où il y a peut-être pas forcément de scalabilité incroyable qu'on peut faire non plus. Assurer à la journée quelqu'un qui prête une voiture, c'est un tout petit secteur. Si j'étais vous, j'essaierais d'élargir un peu le marché que vous adressez, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet, ça veut dire qu'à date, c'est petit, que ça va être très long, très pénible, parce que vous allez compter des centimes pendant longtemps, et que je ne suis pas convaincu qu'un jour, ce soit un marché de masse qui fasse que tout ce travail que vous avez fait soit paye. Mais moi, je n'ai pas de passion particulière pour ça. C'est drôle, hein, parce qu'ils investissent aussi ou ils investissent pas quand c'est des projets qui personnellement leur parlent ou pas. Heu, il y a aussi quand même la notion d'intérêt personnel qui est assez intéressante. Mais Marc a raison quand il dit que le marché n'est pas énorme. Et pour cette raison, je suis dans l'impossibilité d'investir dans votre boîte, mais j'espère sincèrement que ça fonctionnera.
Eh ben, merci. C'est beaucoup, les pauvres, ils ont eu aucun investissement. Hem, Après, c'est des personnes qui savent développer des logiciels, qui savent créer une communauté autour de je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient à peu près 8 000 utilisateurs, qui ont su convaincre des assurances. Ils peuvent tout à fait reprendre toutes ces compétences, les repackager dans une autre offre, un autre produit qu'ils pourraient vendre, qui a aussi peut-être une marge un peu plus intéressante. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire et je pense que ils ont aussi donné des très bons conseils, même s'ils ont tous refusé et puis qu'ils se sont un peu fait ramasser à un moment donné, de dire que en fait, peut-être chercher quelque chose d'un peu plus large où il y a peut-être potentiellement plus de clients possibles qui sont prêts à payer peut-être aussi un petit peu plus et ils peuvent tout à fait prendre ces éléments en considération et essayer de développer quelque chose qui sera, plus intéressant pour des investisseurs. Bon, c'est la fin de cet épisode. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on a vu aussi un autre business model, le modèle justement de ces courtiers un peu 2.0 qui proposent des applications et des moyens différents de conclure des assurances. Je pense que c'est aussi une bonne leçon d'état d'esprit quand on entreprend, de savoir qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de prendre des risques et ils sont quand même assez sympas. Ils essayent pas non plus de les descendre, pour les descendre. J'ai déjà vu dans la version américaine, des fois, ils sont quand même beaucoup plus, ils y vont plus fort. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Dites-moi si vous auriez investi dans ce projet et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode où on réagit à qui va être mon associé. Likez et abonnez-vous si vous avez bien aimé cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode où on réagira à qui va être mon associé.